Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Aujourd'hui, on s'attaque au gros poisson de cette année. Le gros poisson de la draft se nomme Cooper Flagg. Vous le connaissez déjà de nom, il va sans dire. Pour ce faire, je suis avec Hugues et Manu pour en parler, pour le disséquer, pour l'observer à la loupe, pour vous dire à quel point cet homme est un ovni ou pas. Messieurs, comment allez-vous ? Ça va, ça va. On se rapproche de plus en plus du moment. C'est le moment où on a peur, je vais demander à Hugues comment il va. Oh, say, can you see by the dawn's early light what a Oh mon Dieu. party we had at the twilight last gleaming. Ça va les gars? Simple, sobre, efficace. Alors, Je comprends vu notre discussion, mais je suis déçu. Je suis déçu. Je m'attendais à une chanson un peu plus punchy, un peu plus surprenante, tu vois. Ouais, j'ai déçu Manu. Ouais. Bah écoutez, on va recommencer, on va tout couper. Pierre, on est reparti, on coupe non, tout. non, non, on va garder ça. On va attaquer le gros du morceau. Manu, tu nous le présentes, Cooper Flagg. Ouais, bah, l'animal est 2006, donc il est dans sa première année d'éligibilité. Il a reclassé, si je me souviens bien. Donc normalement, il est censé être encore au lycée, normalement. Mais de notre point de vue à nous, Européens, là, c'est un 2006, donc il a l'âge de Nolan, par exemple. Donc il est dans l'âge de se présenter à la draft. C'est un joueur qui vient du Maine. Et très vite, il déménage pour la Montverde Academy où il fait quasiment tout son cursus lycéen. Il doit peut-être faire une année dans le Maine et après il doit déménager tout de suite. Donc il fait il doit faire 3 saisons à Montverde. Les 3 saisons, il est champion sans difficulté notable. Invaincu mon Manu. Ouais, c'est possible qu'il y fasse 1 ou 2 saisons invaincu. Donc peut-être la dernière où il est avec Derek Queen et tout ça, c'est possible. Et c'est un garçon qui a aussi fait enfin, qu'en a fait qu'un, qui a fait une compétition internationale, la Coupe du Monde U17. C'était en 2022, c'était à Malaga. J'avais la chance d'y être avec Alan. C'est la première fois qu'on a vu cet ovni. T'en parlais au tout début, cet ovni. C'est la première fois qu'on le voit. Et même si là, c'était un joueur encore très limité dans son rôle et dans son basket. On a tous été impressionnés par ce qu'on a vu. Après, il fait Montverde et là, il a fait sa saison à Duke où il a été dans un contexte assez favorable pour lui, étant la grosse option de l'équipe. Donc voilà, il démarre un peu doucement, mais très vite, il arrive à prendre la mesure du truc et très très vite il se démarque et devient vraiment l'option numéro 1 de l'équipe. Hugues va vous présenter un peu le contexte, comment Duke jouait sous John Shea. Avant de passer la main à Hugues, je vais juste redonner ses stats. Donc, Cooper Flagg, 2,6 m, 93 kg. Il est né le 21 décembre 2006, comme tu l'as dit. Cette année, c'était 19,2 points, 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,4 steals et la même chose en contre. Le tout à 48% au tir, 38% à 3 points et 84% au lancer franc. Hugues, tu vas nous parler de Duke. Comment ça joue à Duke University, une équipe qui a fait une belle March Madness. Exactement, on a retrouvé un duo compétitif, donc coaché par John Cheyer qui a pris la relève de Coach K depuis 3-4 ans maintenant. C'est une équipe qu'on connaissait, comment dire, qui recherchait beaucoup de freshmen. C'était une équipe un peu vitrine dans la ACC là, qui voulait envoyer un maximum de joueurs à la draft. Ils se sont un peu recentrés sur les dernières années. Et cette année, on avait un mélange très intelligent entre des joueurs un peu plus expérimentés, deuxième, troisième année, notamment la main Tyrese Proctor. Et puis vous aviez dans les rotations intérieures, notamment des joueurs de talent et avec de l'âge. Zion James sur les postes arrière, gros tank de Floride. Malik Brown qui venait de Syracuse et autres joueurs comme ça. Donc cette équipe, elle a été drivée majoritairement par Cooper Flagg, hein, ça a été dit, ça a été la pierre angulaire, ça a été l'option numéro 1 qui a tout fait. Mais vous aviez un backcourt très fort défensivement avec du spacing, vous avez des intérieurs qui étaient ultra mobiles avec donc, Malik Brown ou bien des gros Golgoth avec un autre garçon, Kaman Malua,
ça qu'on dit, on dit Malua, du coup, mon Manu, tu m'as dit? Exactement. Ok, parfait. Donc voilà, une équipe qui était vraiment très bien structurée et qui effectivement est allée jusqu'au Final Four de mémoire. Et ça montre à quel point, c'est pas pour saucer Cooper Flag comme on va le faire pendant tout le podcast, mais ça montre à quel point ce joueur est fort et talentueux. C'est que souvent les équipes très jeunes comme Duke cette année perdent assez rapidement, et là vous avez une équipe drivée par des jeunes qui poussent jusqu'au loin, donc ça montre le talent et l'efficacité de certains garçons, notamment Cooper Flag. Notamment Cooper Flag, parce qu'effectivement, ce ne sera pas le seul Dookies qui sera drafté dans un peu moins de 2 mois maintenant. Ça s'approche grandement et assez vite. Manu, je retourne vers toi. La question elle peut paraître assez banale, mais qu'est-ce qui en fait un prospect NBA de très très haut niveau, Cooper Flag? Bien sûr, il y a plusieurs choses qui me font dire que c'est un prospect. On va lancer le mot générationnel. Mais je vais m'attarder sur sa polyvalence offensive. C'est quelque chose qui, d'année en année, en fait, arrive de plus en plus. Au début, moi, la première fois que je le vois, c'est un prospect défensif. Voilà, c'est un joueur qui fait des contres, qui défend, et basta. Et en fait, très vite, à Montverde, on voit un joueur qui évolue de plus en plus. Il devient porteur de balle. Ensuite, on voit un joueur qui est capable de jouer avec les écrans. On voit un joueur qui est capable de slasher. On voit un joueur qui est capable de tirer sur les 3 niveaux et de scorer sur les 3 niveaux. Et là, on se dit, wow, ok, on a un joyau devant nous. Et c'est ce qu'on a vu cette année, en fait, à Doux. On a revu cette répétition de choses qu'on a vues sur les années précédentes au lycée. Et on voit un joueur qui est capable maintenant d'être un scoreur, d'être un initiateur pour lui et pour les autres, même si pour lui, il y a encore de la marge. Et moi, c'est ce qui me fait dire que, tu as sa taille, tu l'as dit, 2,6 m, il a la taille idéale du joueur de basket d'aujourd'hui, des années 2020. Et moi, c'est ce qui me fait dire que en fait, il va pouvoir faire tellement de choses. Est-ce que je lui donne le ballon? Je sais pas encore, mais c'est possible. En fait, il peut être un second initiateur quasiment day one. Tu lui donnes pas de la balle, et ben il peut être un spot-up shooter. Il peut scorer sur des cuts. Il peut poser des écrans. Il peut être une cible pick and roll, pick and pop. Et en fait, dès demain, tu as un joueur qui va être positif, qu'importe ce que tu vas lui demander de faire. Donc, à cet âge-là, décembre 2006, tu l'as dit, c'est quand même ultra impressionnant. Et moi, c'est ce qui me fait waouh quand je le vois jouer sur un terrain. Hugues, je vais aller vers toi. Est-ce qu'il te fait waouh aussi quand tu le vois sur un terrain de basket? Un peu beaucoup même. Cooper Flag, honnêtement, si vous devez créer aujourd'hui un basketteur, ce que vous faites sur les jeux vidéo ou autre, vous créeriez Cooper Flag. Manu il l'a dit, c'est un mec avec une très grande taille, et on dit souvent, ce mec-là, c'est ce point fort. Cooper Flag, il a pas de point faible. On va être dans les détails, après on va chiffonner, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien, et il y a des choses qu'il fait excellemment bien. Donc c'est ultra intéressant. J'aimerais aller, quand on parlait de polyvalence offensive, sur 2 choses, et notamment on a commencé à toucher à cette initiation collective et le fait de lui donner la balle, ce qui a encore plus de valeur. C'est que vous avez un garçon qui est capable de naviguer sur les 2 mains, et surtout sur sa main forte. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il est très jeune. Il pourrait être Ulysse, on l'a dit. Il a une largeur d'épaule, il a une densité physique qui fait qu'il impose son corps partout où il se dirige sur le terrain, et tu sais où Cooper Flag veut aller, tu connais ses spots, mais il y va quand même. Et j'ai vu un joueur qui déjà, dès ses 19 ans, là, avait une maturité physique et une proprioception sur un cours de basket qui me vend énormément de rêves, et qui me dit, ok, ce joueur-là, au niveau supérieur, en fait, il va pouvoir jouer contre des adultes, et il va quand même être plus puissant que les autres physiquement. Et tu pourras pas faire grand-chose, surtout qui va être en face de défenseurs qui n'auront pas l'habitude de pouvoir gérer ce genre de profil-là, de pouvoir défendre dans des écrans, de pouvoir opposer un duel physique, mais en même temps de vivacité. Et la deuxième chose qui va avec, on pourrait dire tellement de choses sur Cooper Flag, et on va rebondir à gauche à droite, mais c'est qu'il a une qualité de passe avancé à mes yeux. On n'est pas simplement sur le joueur qui est très fort balle en main et qui peut tirer et qui peut créer son attaque. C'est qu'on a un garçon
dans sa vision de jeu, dans sa lecture de jeu. La passe, elle part de haut, elle traverse très vite le terrain. La passe, il y a une manipulation visuelle qui est déjà possible. Il est capable de passer aux 3 niveaux, passe au sol, passe direct, passe lobé. Et ce que j'aime par-dessus tout avec Cooper Flag, c'est qu'il envoie le ballon là où l'attaquant qui reçoit la passe doit être, et pas là où l'attaquant est déjà. Je m'explique, sur 2 situations principalement. Pick and roll, donc lui, porteur de balle avec un big qui roule, la balle, elle arrive dans la course du joueur le plus proche possible du panier pour que son grand ait le moins de dribble à poser et pour dunker très rapidement au sol. Et comme il fait 2,06 m, cette passe-là, vous avez beau trapper, vous avez beau essayer de le blitzer, il va passer par-dessus vous. Donc ça lui ouvre énormément de terrain. Et deuxième situation de ce genre de passe de quarterback un peu, c'est tout ce qui va être les démarquages loin du ballon, notamment tout ce qui est flare screen et autres pour les shooters. On l'a vu avec Knon Kuppel, parce que son nom il est relou à dire, Kuppel, l'arrière de Wisconsin, du Wisconsin qui va être drafté top 10 grâce à Cooper Flag entre autres. C'est que lorsque le garçon était en démarquage sur un système, un floppy, un pin down, peu importe, un flare screen, le ballon arrivait exactement dans sa poche de tir, exactement là où il fallait, et donc on pouvait déclencher ultra rapidement. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai un garçon qui est grand, qui est ultra puissant, qui a des fondamentaux et qui sait passer pour démarquer les autres, qui va chercher en premier ses coéquipiers. Donc, oui, je m'avance, mais à part Victor et Cade, et encore pour moi, c'est mieux que Cade, c'est un prospect vraiment, vraiment générationnel. On va essayer de rebondir sur ça et plutôt d'aller un petit peu, on va aller chercher la petite bête, voir un petit peu les axes à travailler. Manu, je vais commencer vers toi. Qu'est-ce qui doit encore améliorer Cooper Flag au niveau supérieur? Je vais m'attarder sur 2 choses. La première, c'est son côté slasher, où je trouve il est capable de le faire, mais je trouve qu'il est trop en difficulté encore sur son premier pas et sur ce passage d'épaule qui lui donne l'avantage sur son adversaire. Je trouve que ça, il est encore trop limité. Après, c'est la NCAA avec un spacing assez dégueulasse. Donc à voir au niveau supérieur, dans une équipe où il sera entouré de meilleurs joueurs et dans un spacing qui sera totalement différent. Mais là, pour l'instant, et je l'ai pas vu faire ça à Montverne non plus, il avait toujours du mal un peu à passer ce premier rideau défensif de par ce premier pas, ce coup d'épaule. Donc c'est l'une des choses que moi je vais vraiment regarder. Est-ce qu'il va arriver à s'améliorer là-dessus? Ça, c'est vraiment le point moi, je vais dire noir dans son jeu. Je trouve qu'il n'arrive pas encore à être suffisamment bon là-dedans. Et je crois que sa finition, je l'ai pas en tête, je sais pas si Hugues t'as ça sous les yeux, et sa finition proche du cercle non plus, elle est pas tant incroyable que ça. C'est vraiment une combinaison de choses assez dubitatif encore sur ça. Encore une fois, j'ai pas les stats, je sais pas si Hugues t'as ça. J'essaie de l'ouvrir en même temps. Mon Bartovic est déjà dans le futur en 2026 là. Ok. Du coup, je vais enchaîner sur ma deuxième chose. Ma deuxième chose, c'est ce côté, la gestion du côté clutch. On l'a vu cette année, il y a eu plusieurs confrontations où, dans ces moments-là, il a eu la balle, notamment Kentucky en début de saison. Et je crois que c'est Houston en fin de saison, c'est vraiment les 2 images que j'ai en tête, où tout le monde sait qu'il va avoir la balle, il a la balle, il perd la balle. Et son équipe perd 2 fois. Et ça, c'est, voilà, je veux aussi voir l'évolution qu'il a là-dedans. Cette capacité à gérer ces moments où il faut donner la victoire, où il faut s'élever. Parce que autrement, l'étiquette de joueur générationnel, elle va être un peu galvaudée. Parce que si t'es un joueur qui a attendu top 1 de façon unanime et que t'arrives pas finalement à faire gagner ton équipe, ou que t'es pas l'option numéro 1 dans ces moments-là, ou t'es pas le joueur alpha, ça peut être un peu compliqué, quoi. Mais ce qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'en high school, il était quand même un peu plus fiable à ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai vraiment 2 images là-dessus sur lui. Donc, c'est ce côté slasher et ce côté gestion du clutch time sur lesquels je vais être vraiment attentif et sur sa première année
en NBA. Hugues, tu partages les inquiétudes de Manu ou tu as un autre regard? Mitigé. Le côté clutch, c'est vrai. C'est vrai moi j'ai 3 matchs en tête, notamment un aussi en tournoi de conférence où il fait 2 turnovers d'affilée et il perd le match comme ça. Mais c'est des situations où on lui a donné le ballon à des spots qui n'étaient pas forcément les plus favorables pour lui, où on lui a dit bon bah vas-y là sur les situations de clutch tu vas être porteur de balle pick and roll et tu vas initier le truc. Pour moi, il faut trouver un équilibre entre les situations où il initie et celles où il va les jouer à la Paolo Banchero, entre autres en début de carrière, où on va l'utiliser comme poseur d'écran. Je roule, j'ai le ballon, je crée des choses, et ensuite j'ai un deuxième écran qui va arriver où là je suis porteur et je vais terminer. Mais bon, ça va être pour moi des répétitions et des contextes. Pour le côté slashing, effectivement, il va souvent arrêter son geste sur le mi-distance. On va avoir un Cooper Flag qui va régulièrement basculer sur un pull-up à mi-distance et sur du poste bas parce qu'il est très efficace sur ces secteurs-là. Il a des vrais fondamentaux de pied lorsqu'il va tourner le dos au panier, où il est capable de s'élever par-dessus toi et qu'il a une belle efficacité. Il a 40% de réussite sur ces tirs-là. Donc, oui, il y a un travail de sélection de tirs qui va être pris et de passer le ballon, c'est bien. Maintenant, recherche ton attaque. C'est un joueur qui a beaucoup fait, comme Kate à l'époque à Oklahoma State. Première mi-temps, je vais prendre 4-5 tirs pour essayer de mettre tout le monde en valeur. Deuxième mi-temps, je vais doubler, tripler mon volume offensif et je vais être bon dans mes choix et dans mes tirs. Et je vais à ce moment-là, je vais faire péter les chiffres. Donc il va devoir trouver cet équilibre-là, comme Cade Cunningham l'a eu entre autres. Quand je regarde, donc j'ai trouvé les chiffres au panier, on est à 61% au cercle hors dunk, ce qui effectivement est un bon chiffre, mais n'est pas un chiffre d'excellence par rapport à des mecs qui peuvent être à 70%. Par contre, à côté de ça, effectivement, sur tout ce qui est mi-distance, 40%, et c'est quasiment que du généré individuellement. Et si on revient sur le tir à 3 points, notamment le tir à 3 points derrière l'écran, il est à 35% sur le pull-up derrière écran, donc ce qui est un chiffre très très bon, et il est à 38% en général en spot-up, en catch and shoot. Donc j'ai des trucs fiables en tout cas pour pouvoir le projeter en tant qu'initiateur de jeu secondaire au minimum, parce que je peux finir au panier, je peux passer, je peux tirer au mi-distance à différentes situations, je peux créer mon écart, et surtout lorsque les défenses me le respectent pas et veulent passer sous l'écran pour limiter un peu la prise d'impact, vu que le premier pas, comme l'a dit justement Manu, est pas élite, puisque ça reste un mec de 2m06 quand même, et que sinon on l'appellerait LeBron James. Je peux quand même sanctionner. Donc je suis pas inquiet. Ce sera un axe de développement, et encore une fois c'est un mec très très jeune. S'il peut me faire ça dans 4 ans, ça me va très très bien. Et du coup, toi, tu partirais sur quoi comme axe de travail? Pour moi, vraiment la sélection de tir Ouais. en premier lieu, et ne pas refuser. À un moment donné, être égoïste, c'est une bonne chose aussi dans un sport collectif, mais dans une ligue d'individualité. Montre-moi que dès le début du match, tu peux donner le rythme, tu peux mettre de la pression, et qu'ensuite tu vas pouvoir distribuer. Ça marche. Messieurs, depuis le début de ce podcast, ça fait à peu près 20 minutes, on a parlé beaucoup d'attaques. J'aimerais qu'on parle, Manu, tu l'as vite fait évoquer, que c'était d'abord un défenseur de premier plan. Nous dire sur quoi justement il excelle en défense. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que, bah, déjà, on l'a dit, 2m6, 2m16 d'envergure. C'est un joueur qui est capable de défendre sur quasiment tout le monde. Déjà. Donc, il y a cette polyvalence-là qui est super alléchante et qui est ultra importante dans le basket et la NBA d'aujourd'hui. C'est le point numéro un. Et en fait, il est polyvalent sur les positions, mais il est aussi polyvalent dans ce qu'il sait faire. C'est pas juste un gars qui va faire du 1 contre 1 en fait, et qui va pouvoir lockdown son attaquant. Il peut être un très bon contreur. On l'a vu sur la saison, tu l'as dit, 1,4 comptes par match. Et c'est ce qui nous avait, nous, je reviens en 2022, c'est ce qui nous avait tous épatés sur la Coupe du Monde où il avait 15 ans à l'époque. Il était l'un des plus jeunes de l'équipe. On voit un mec qui est capable de contrer des deux mains, d'être ultra mobile, de contrer son propre joueur, de contrer en weak side, de contrer
en second rideau. Voilà, il y a une présence près du cercle qui est assez impressionnante et qui s'est améliorée en fait d'année en année. Et aujourd'hui à Douk, on retrouve ça. On a retrouvé ce joueur qui est capable d'apporter de la protection de cercle de façon régulière, d'être très bon dans le 1 contre 1, et il est aussi très bon sur les off-ball, sur le côté interception en fait, lecture des lignes de passe, interception, tu l'as dit aussi, un peu plus d'une interception par match, ce qui est correct sans être incroyable. Voilà, donc en fait on est face à un joueur qui est polyvalent à la fois sur les postes et qui est polyvalent dans ce qu'il peut apporter défensivement. C'est pas juste un joueur de 1 contre 1 qui va lockdown le meilleur joueur adverse. C'est beaucoup plus que ça. Et on l'a vu d'année en année s'améliorer dans tout ça. 2022, Team USA, c'est uniquement ce contreur protecteur de cercle. Et en fait, à Montverde, on l'a vu de plus en plus se diversifier dans son jeu, dans sa défense. Et aujourd'hui, on a un joueur je garde ma comparaison pour tout à l'heure, mais on a un joueur qui est quasiment, comme Hugues l'a dit, qui est quasiment parfait en fait. Et c'est un décembre 2006 qui est censé être encore au lycée. Et je sais pas si en fait on se rend compte du truc, quoi. Honnêtement, son frère jumeau, il passe son bac cette année. Donc son frère jumeau il s'appelle Ace parce que les parents ils ont eu du flair là-dessus, mais son frère jumeau il rentre à la fac l'année prochaine et lui il rentre en numéro 1 draft de la NBA. Donc oui, en termes d'avance, on est là. Justement, on va rester sur le côté des défensifs. Hugues, toi, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement? Déjà, tout ce qu'a dit Manu, je plus sois énormément, notamment sur la qualité de défense second rideau. C'est une réactivité qui est folle. En fait, c'est pas juste qu'il saute haut, qu'il a des grands bras et tout, c'est que il joue pas le requin des surfaces à rester là. C'est que le garçon, il comprend très vite la situation, il comprend très rapidement les schémas offensifs et ce qui se met en place, et il voit quand il y a une faille et tout de suite il réagit. Et sa mobilité, sa réactivité lui permettent de réagir sans non plus faire un trou dans la défense. C'est-à-dire que si le porteur de balle, lui, il vient aider sous le panier et que le porteur de balle fait une kick à l'opposé, on a vu Cooper Flag est capable de venir récupérer, de venir close out efficacement en donnant les bonnes directions. Donc c'est un joueur qui est vraiment ultra réactif. Et là, l'autre point défensif que Manu a pas mis en avant parce que il a excellemment bien décrit le truc, c'est que Cooper Flag, c'est le numéro 1 en termes de pourcentage de rebond défensif de son équipe. Donc il est à 22% de rebond défensif dans son équipe, ce qui est très bon. C'est un joueur par ses qualités, on l'a dit avant, de passe et de ball handling, qui est capable ensuite derrière de générer en attaque une transition et de faire les bons choix, soit pour lui, soit pour les autres. Donc vous avez encore une fois un mec qui peut switch all. Alors il va pas switch sur des petits pendant 48 minutes, c'est pas le but, mais il peut trapper, il peut prendre, il peut aider, il peut rebasculer, etc. Qui a de l'intelligence de jeu et qui va te sécuriser à la fin ta possession défensive, soit par un rebond, soit par une perte de balle avec un bloc ou une steal. Donc encore une fois, défensivement, tout de suite, ce joueur-là, si le offensif on peut mettre du temps à mettre en place des choses, par contre, moi, dès son premier jour en NBA, je lui dis écoute, tu vas défendre le meilleur ailier adverse. Et tu seras numéro 1 de draft, tu vas quand même faire ça. Et Cooper Flag, dans sa mentalité, parce qu'on n'a pas encore parlé du caractère du garçon, il le fait, puisqu'il a toujours été la star de son équipe. En tout cas, depuis 2 ans, c'est le cas. Et c'est quand même le meilleur défenseur. Et c'est quand même celui qui se prend les plus grosses responsabilités défensives. Donc ça montre, encore une fois, l'intention et la qualité de joueur et le QI basket de ce jeune homme. Justement, on va y aller sur le caractère du joueur. Quel type de joueur il est sur un terrain de basket? Qu'est-ce qu'il dégage en tout cas? Alors Manu l'a vu en vrai, donc lui il aura peut-être un autre point de vue. Mais pour celui qui le regarde à la télé, qu'est-ce que ce garçon dégage? Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs qui dégagent une aura particulière, qu'on voit par rapport à ses coéquipiers, à ses adversaires? Est-ce que c'est quelqu'un qui impressionne? Dis-nous tout. Je l'ai vu jeune, donc tu sais, c'était dans un contexte Team USA où donc, c'est compliqué, il n'était pas le meilleur joueur de son équipe. Donc c'est plus au niveau comportement où tu vois un joueur qui est solidaire, qui est avec les autres, qui est concentré dans ce qu'il fait, qui applaudit, qui est toujours positif. Et ça, j'imagine que ça s'est transcrit sur les 2 autres niveaux sur lesquels il a joué. Et parce qu'à l'écran, c'est difficile de voir ça, mais notamment quand c'est sur le banc, parce que c'est
Honnêtement, c'est là où c'est le plus important. Parce que sur le terrain, de voir un joueur qui est toujours positif, qui applaudit, qui pousse les autres, qui voilà. Mais sur le terrain, on le voit ça quand même. Voilà, c'est le premier qui fait le huddle, c'est lui qui est vocal, c'est lui qui est tout ça. Comme l'a dit Hugues sur le fait qu'il est défensivement, c'est déjà un, bah il a envie de défendre, c'est lui qui, voilà, il sait que c'est l'option numéro une et il sait que son devoir défensif, il le connaît par cœur. Bah ça me fait aussi dire que c'est un mec qui va être vite coachable tout de suite, qui va pouvoir prendre les consignes, les mettre en place sur le terrain sans discuter, sans faire la. Je pense pas que ce soit enfin, je le connais pas, j'ai pas les intel pour, mais de la vision extérieure, je trouve, il fait pas le gars star. Comme, bon, c'est un peu galvaudé, mais comme un Anthony Edwards peut l'être au Timberwolves, où on voit que voilà, lui, il a l'aura. Cooper Flag, c'est un peu en dessous. Je pense qu'il sait tout ça, mais il est pas trop dans le, je sais pas si le terme show off est le bon, mais il l'expose pas comme ça à première vue en fait. Une espèce de force tranquille, comme dirait mieux François Mitterrand, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais il y a un truc J'ai l'impression. chez ce mec pour le côté chauffe et tout, où des fois il explose, tu vois, sur des situations défensives en contre ou des dunks, où il va éclater un tomard sur le défenseur, et il va exploser avec la foule, et après il fait très très vite, il se remobilise, il se reconcentre, et dit en fait, Mm. j'ai une image de gentil garçon, et je reviens dans mon match, et je reviens dans le truc, mais il est capable d'avoir des gros coups d'éclat quand même, et des émotions assez intenses, et très vite, ok, on recadre, on a un match à gagner, et on gagne ce truc-là. Moi, le fait qu'il soit invaincu au lycée sur sa dernière année, qu'il ait maintenu plus de 16 de moyenne sur ces 2 dernières années, au lycée et à l'université, tout en étant la star numéro 1 et annoncé premier choix de draft, et qu'à côté de ça, encore une fois, dans le côté, enfin, c'est le leader offensif, défensif d'une équipe qui va en Final Four face à des adversaires où tous les mecs ont 5 ans d'université qui vont loin, et il a porté dans son sac majeur, il y a 3 freshmen quoi, dont lui, et il y a un sophomore. Donc franchement, je sais, à part Anthony Davis, sur les 15 dernières années, je sais pas quel freshman a porté un programme aussi jeune aussi loin. Messieurs, il est l'heure de partir sur les shade off, les fameux shade off à qui Cooper Flag vous fait penser, à quel mix de joueurs il pourrait, par certains côtés, vous rappeler des souvenirs, vu on est des vieilles personnes maintenant. Manu, à ton honneur. Sur le côté un peu polyvalence offensive et défensive, il y a un peu de Larry Bird, où ce côté cet ailier en fait qui est capable de tout faire et il est peut-être moins impactant et moins de hustle que ce que pouvait avoir Larry Bird, mais on a ce joueur qui est capable de tirer, de faire des passes, d'être le meilleur défenseur de son équipe. Il y a ce côté-là, je trouve. Mais moi, ma comparaison depuis 2 ans, c'est Kawhi. Défensivement, c'est peut-être un cran en dessous, mais je pense qu'offensivement, ça va être un cran au-dessus. Parce qu'il a ce côté passe qu'a pas Kawhi. Il a ce côté On l'a initiateur vu en pour les autres qu'a playoff, hein. pas Kawhi. Mais Kawhi, défensivement, c'est le soleil. Ce C'est qui est ça. pas encore, qui est pas. Je pense que Cooper est un peu en dessous là-dessus, mais je pense qu'il est meilleur offensivement que Kawhi à terme, parce que lui, il va avoir le shoot à 3 points, il va avoir le côté initiateur pour les autres, ce côté gars qui peut jouer les pick and roll dans les deux sens, qui peut jouer sans ballon. Enfin, honnêtement, je pense qu'offensivement, ça peut être meilleur et défensivement un peu en dessous, mais c'est ma comparaison depuis 2 ans. C'est le régène de Kawhi. Hugues, tu pars sur qui, sur quoi? Ah, je vais le faire parce il a quand même dit un mec du top 4 all time. Il a donné un Larry Bird, tu vois. Et Larry Bird a été beaucoup donné à juste titre, hein, en comparaison. Et il y a le côté, hein, on a un biais où on essaie de le quitter, évidemment, mais on a un biais où quand tu as un blanc, souvent tu compares à un blanc. Et quand tu as un noir, tu compares souvent à un noir. Donc Larry C'est vrai. Bird, pour beaucoup de gens, parce qu'on en a parlé en off avant, pour beaucoup de gens, Cooper Flag était je ne m'engage pas. Et je partage pas ça, et je partage pas l'idée qui est derrière, qui est du racisme pur et dur, mais ce nouveau sauveur blanc. On a attendu Cooper Flag, ce nouveau big white guy. En tout cas, il est beaucoup annoncé comme ça. En plus, il vient d'une région, le Maine, qui est pas particulièrement connue pour ses progressions, mais bref.
Moi, je vais aller de l'autre côté. Kawhi Leonard, j'aime beaucoup. On est pour le coup, pour moi, sur le joueur le plus proche qu'on ait jamais vu de LeBron James. Je dis pas que c'est LeBron James, évidemment que non. LeBron James, c'est un top 2 all-time d'après moi, et je suis un fan des Bulls, donc vous savez où je l'ai mis. Mais LeBron James est un des plus grands joueurs que ce sport ait jamais connu, et il n'a pas l'explosivité de LeBron James sur le premier pas et la dimension athlétique totale du joueur. N'empêche que un ailier qui peut être un prospect exceptionnel défensivement, qui peut tout faire en attaque et qui va progresser, qui a déjà pour moi 4-5 ans d'avance physiquement, juste sur sa largeur et sa compréhension de son corps par rapport aux autres joueurs, et sur sa propreté dans son jeu, j'ai pas vu. Et par rapport à un Cade, parce que Cade est un profil un peu similaire, plus porté meneur de jeu direct, mais il a pas la même taille, il a pas la même puissance défensive, et il a pas, pour moi, la même potentialité qu'un Cade Cunningham. C'est encore un truc pour moi différent et au-dessus. Donc je vais dire, parce que je pense qu'on a devant nous un joueur qui peut être un jour, qui sera Hall of Famer si tout se passe bien, et pour moi All-Star, mais les yeux fermés, et pour lequel je pense que toute franchise peut construire dessus, être ultra compétitive. Pour moi, vraiment, on est un joueur, et je le fais pas souvent de m'enjailler aussi fortement sur un mec, mais calibre MVP, qui pourrait être un calibre MVP. Donc je vais dire entre Kawhi et la greatness tout en haute qu'on a cité avec Bird et notre ami LeBron James. Donc dans mon monde, Cooper Flag, il est numéro 1 de draft tout le temps sur les 20 dernières années à part Victor. Et pour moi, il est devant un Zion Williamson, par exemple, sur sa draft. Ça montre à quel point je l'aime. Donc voilà, au moins les auditeurs, ils savent qu'ils sont en face d'un mec qui fait du scouting entre guillemets dans ses heures perdues, mais qui a de la subjectivité. J'aime énormément ce qu'est Cooper Flag en termes de prospect basket. Ça Pour ta marche. comparaison, LeBron, c'est LeBron 2015-2025, quoi. Ouais, le gros LeBron. Non, le gros Le LeBron, gros, c'est 2010-2015. Non, mais le gros dans le sens physique, tu vois, parce que LeBron James, qui est un peu plus lent maintenant, et qui va, tu vois, parce que par rapport au tir extérieur, il a quand même de l'avance sur LeBron début de carrière dans sa jeunesse, avant Cleveland le retour. Et C'est ça, en fait, il c'est à était, partir de ce deuxième passage Cleveland c'est ça. où moi je trouve que LeBron devient encore plus polyvalent. Enfin, il le devient peut-être par envie, ou peut-être parce qu'il comprend déjà que son corps il peut plus faire ce qu'il faisait avant. Et il devient vraiment ce gars polyvalent, capable de tout faire. Pour terminer sur les shade-off, moi, en tout cas défensivement, est-ce que ça vous choque si j'évoque Andrei Kirilenko dans le C'est une comp qui, format, c'est une comp qui revient assez régulièrement aussi. Moi, c'est surtout défensivement, ou ce côté justement, comme tu l'as décrit, comme vous l'avez décrit, justement sur sa capacité à contrer, à aller très très vite, avec les mains très actives, etc. C'est vrai que forcément, moi je repense à l'ailier du Jazz et des Nets, si je dis pas de bêtises, qui, en tout cas sur ce côté-là, m'évoque à peu près les mêmes choses. C'est pareil, un joueur que j'aimais énormément, Andrei Kirilenko, le joueur russe, évidemment. On va partir maintenant sur la projection. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Est-ce que on peut douter du fait qu'il soit l'élu, qu'il soit autre chose que numéro 1? Manu, vends-moi du rêve. Est-ce que Dylan Harper peut être pris numéro 1 ou pas, à ton avis? Parce que je sais qu'on avait déjà discuté de ça, qu'on avait fait le pod sur Dylan Harper avec, c'était toi, Hugues et Titouan, je crois. Titouan était plus mesuré, avait un peu plus de réserve, pouvait comprendre un certain contexte favorable au fait de prendre Dylan Harper. Toi, quel est ton avis par rapport à ça? Cooper, mais tous les jours. Et mon esprit, il est clair depuis 2022 sur lui. Je ne changerai pas. En fait, et le fait de l'avoir vu au lycée, je l'ai vu progresser en fait. Il y a une phrase qui est tellement vraie, c'est un article ESPN d'un exécutif qui dit effectivement, Dylan Harper est la deuxième option. C'est le plus safe. Il n'y a que lui cette année qui peut aller titiller Cooper. Mais si toutes les étoiles s'alignent, la question elle se pose pas.
Et Hmm. au fil de la saison, les étoiles ont commencé à s'aligner. On l'a vu sur sa deuxième partie de saison, sur les matchs de conférence. Bah, c'est devenu. Il a dit OK, je prends l'équipe en main, je fais gagner mon équipe. Et il a fait gagner son équipe. Et à partir de là, je pense que tout le monde a dit OK, c'est bon. C'est un no-brainer. Et pour moi, toutes les étoiles vont s'aligner de par tout ce qu'on a dit auparavant, de par sa mentalité, de par son jeu, de par tout ça. C'est même pas réfléchissable en fait. Moi, je le vois comme ça. Hugues, C'est no-brainer ce qu'a pour toi aussi? c'est ce qu'a dit Hugues. En fait, il est de la classe des Victor, des Kate, des Anthony Davis. C'est cette caste-là, cette caste de Hmm. joueurs où tu réfléchis pas. Et Mais donc, ça sous-entend que pour toi, Diane Harper n'est pas de cette classe-là. Non, c'est un très bon joueur, hein. Il sera, je pense, All-Star. Mais en fait, il sait faire des choses que Cooper sait faire, mais Cooper sait faire encore plus de choses. Défensivement, il y a 3 mondes d'écart. Et offensivement, peut-être qu'aujourd'hui, Dylan Harper est meilleur. Mais dans 4 ans, je suis pas sûr. et puis au-delà de ça, c'est que Dylan Harper, en fait, ton système, il doit beaucoup être basé sur Dylan Harper et la C'est un peu de responsabilité. l'héliocentrisme, ouais. C'est ça. Cooper, tu le mets dans 30 équipes. Dans 30 équipes, ça fonctionne. Peu importe côté de qui tu le mets, que tu as un fort ball handler, que t'en aies pas, que tu as un bon allié à côté, ou t'en aies pas. Peu importe le big que tu vas lui donner, parce qu'il a joué avec des bigs ultra mobiles et des bigs très très grands, il les a fait briller. Donc c'est facile, Cooper Flag. Franchement, tu l'insères partout, ça marche. Donc il y a peu d'équipes. Alors, bon, il y a le fameux trade de Luka qui te dit que tout peut arriver en NBA, mais il y a peu d'équipes aujourd'hui qui te disent pas je échange mon option numéro 1 pour Cooper Flag. Tu leur poses le choix, tu leur dis j'ai une projection sur 5-10 ans. Est-ce que tu gardes ton roster actuel ou tu mets pour Cooper Flag? Je pense que quasi tout le monde met pour Cooper Flag. Après, je suis pas exécutif NBA, mais je, moi, tu me donnes tous les rosters et tout, avec les numéros 1 draft, je te change tout pour Cooper Flag quasi tout le temps. Eh bien, messieurs, c'est noté. Sachez que les auditeurs sauront vous ressortir ces quotes si jamais Venez. ça tourne au vinaigre. On va passer à l'échelle de croyance maintenant, qui a été instaurée un petit peu par Titouan, que j'aime beaucoup. Sur une échelle de 0 à 10, vous connaissez le principe, à quel point vous y croyez à Cooper Flag comme finalement une des nouvelles figures de la ligue. On va dire les termes. Manu, je commence par toi. 2. Non, évidemment, tu peux pas dire 10 parce que voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, mais je mets 9. Parce que pour tout ce Ça que Hugues a dit, marche. en fait. En fait, il a tellement de possibilités de le mettre dans le jeu, dans des systèmes qu'en fait, il est quasiment positif. Il peut être positif, qu'importe son rôle, en fait. Dès le premier jour. C'est ça qui est ouf. Et il a pas fini de progresser. Eh ben, Hugues, vas-y. Oh, c'est que you Non, see. non, non, la note. Pas celle-là, hein. Ah, La note sur mineur. 10. Fa, La fa note, dièse. Fa la note dièse. sur 10. Ah. Bah, il a dit, je peux pas mettre 10, je dis 10. Je dis 10. Non, mais bon, pourquoi pas 10? Parce qu'il peut se blesser. D'accord. Bon, voilà, il peut se blesser. Il peut demain se faire double ligament croisé rotulien antérieur péroné, ce que tu veux, et fin de carrière, on n'en parle plus, ou se faire renverser par une voiture. Mais franchement, sinon, pour être au plancher, c'est un All-Star. Là, vraiment, cotez-moi ça et venez me taquiner avec un bout de bâton quand vous voulez. Au plancher, c'est un All-Star. Donc si ton plancher pour moi c'est un All-Star, bah 10. Et au mieux du mieux, t'es MVP. Et t'es le cœur d'une équipe qui vise le titre de contender dans les 6 prochaines années. Pour moi, dans 6 ans, Cooper Flag, il vise une finale de conférence dans son équipe. En fonction de ce qui arrive autour de lui, mais en tout cas, Il y a un c'est une monde où ça attente va qu'il plus met. vite, hein. Bah, déjà, je prends de la réserve, Manu. Je travaille sur moi pour éviter de dire que dans 2 ans, il est en finale NBA. Non, mais Non, pas en finale, parce qu'il va tomber dans une équipe en reconstruction, mais c'est ça. sauf si par eux, et c'est ma hot take, sauf s'il tombe aux Sixers. Ouais, mais Joel Embiid est en fin de carrière, c'est terminé, c'est bon, tu vois. Ouais, mais t'as Tyrese Maxey, C'est t'as vrai. d'autres joueurs. T'as Non, Paul mais George, t'as t'as d'autres plein joueurs. d'équipes. Tu regardes le fond tanking, t'as des équipes effectivement qui Ouais, mais dans sont. les équipes qui sont dans ce possiblement top 6, tu le mets aux Sixers demain,
Il y a que aux Sixers où il est en playoff et contender. Parce Ah, que tu vois, allez, je fais une hot take. Vas-y, je fais une vraie hot take. Comme ça, les gens, voilà. Pour moi, l'année prochaine, l'équipe de Cooper Flag est en play-in. Et je dis play-in, je dis pas entre 10 ah ouais. et, je dis pas, 10 et 7. Pour moi, Mais genre augmente. il va à Brooklyn et à Brooklyn il est jamais en play-in. Bah, je te dis, pour moi, peu importe où ce garçon va, parce que par rapport à un Victor, Ouais, mais le supporting Victor cast était. est pas du tout le même que les Spurs. Bah, Tu justement, vois? Victor, C'est le vraiment problème de moi c'est Victor, ça c'est qui qu'il me fait était peur. dépendant. Victor était trop dépendant des ball handlers. Pour moi, Cooper Flag, tu le mets à côté de Cam Thomas ou tu le mets à côté de Bilal Koulibaly ou autre, bon, surtout s'il arrive dans la conférence Est, c'est un mec qui t'emmène en play-in. Après, il arrive au Jazz, bon, c'est peut-être plus compliqué dans la jungle de l'Ouest, mais vas-y, je l'assume, je fais la tech. Pour moi, c'est un joueur qui te fait basculer de 20 victoires ta saison, 20-25 Ouais, victoires ta saison là je en suis première d'accord. année. Bah, du coup, t'es play-in, hein. Franchement, Il te quasi fait clairement partout. faire step up tout de suite. Je suis d'accord. Donc Et voilà, échelle de play-in, croyance 14 sur 10. Facile. Bon, ça fait une bonne moyenne. Donc ça fait une moyenne de 8 si j'ai bien compris avec le 2 de Manu, donc c'est bon. Les 16, ça fait diviser par 2. On est à 8 sur Parfait. 10. Je te Impeccable. valide ton CM1. Le prof valide. Messieurs, je crois qu'on a été assez complet. Ça fait quasiment plus de 45 minutes qu'on parle sur Cooper Flag, qu'on lui donne évidemment l'amour qu'il mérite et qu'il aura à coup sûr dans les prochaines années. Je vois Hugues qui me dit non. Qu'est-ce qu'on a oublié, mon Si, Hugues? j'agite mon drapeau. Moi, j'agite mon petit Ah, flag là. Je vais arriver sur le terrain ah pour un petit oui, drapeau américain. monsieur est dans le jeu de mots. Et je vais être là en mode Cooper. Eh, les gars, moi, la loterie, là, les Bulls, mes Bulls d'amour, sont éliminés, tu vois. Je me dis, il y a 1,4% de chance. Si les Bulls ont le premier choix de la draft, j'arrive chez vous en supersonique hélicobite, mais tellement vite. C'est que le maillot, il est commandé en City Edition à 300 balles avec le mauvais numéro. Donc, non, il faut. Tout ça pour dire que je crois qu'on était assez complet sur Cooper Flag. Donc on va s'arrêter là. On n'oublie pas de dire qu'il y a un nouveau podcast aussi sur Envergure, animé par l'excellent, le brillant Julien Haquet, Marcel Perdu sur les internets, sur je vais dire les postes, les rôles en NBA, qui est à écouter. C'est une série qu'on a décidé de faire. Donc allez checker ça, allez donner de l'amour à tous ceux qui font ça aussi. Nous, on se retrouve évidemment très très vite pour parler d'un autre prospect qui sera forcément un peu plus bas le soir de la draft, mais là on a fait le très très haut du panier. En attendant, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine, on vous embrasse, bye bye, ciao.